J'aimerais vous montrer un visage en particulier. Ce visage, vous allez le voir. Alors, vous ne les connaissez sans doute pas, hein, ce visage. C'est celui d'un homme qui s'appelle Nikolai Patrouchev. Voilà, c'est lui. Cet homme, nous, on ne le connaît pas. Vous, je pense que vous le connaissez parfaitement. 99. Bon, en tout cas, sachez qu'aujourd'hui, selon le Wall Street Journal, c'est officiellement à cet homme qu'on peut imputer la mort de Prigojine. Pourquoi? Eh bien parce que cet homme, qui est donc, je rappelle, le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, c'est aussi un très proche de Poutine. C'est lui qui aurait commandé finalement ce qui s'est passé avec l'avion de Prigojine, le fait qu'il ait explosé. Des informations, évidemment, que le Kremlin a pris soin de réfuter par la voix de son porte-parole. Nous avons pris connaissance de ce rapport, mais nous ne souhaitons pas le commenter, car de tels rapports ne peuvent faire l'objet de commentaires. Ce n'est qu'une suite de... Ces derniers temps, malheureusement, le Wall Street Journal a beaucoup aimé produire des romans de gare. Aglaïa Sheshova, cet homme, alors arrêtez-moi si je me trompe, hein, cet homme, il est âgé de 72 ans. Il a dirigé le FSB après Poutine. Il lui a succédé donc. Il est adepte d'une ligne dure, je pense qu'on peut dire ça. Il est considéré comme l'un des plus proches et influents conseillers du président russe. Il est, dit-on, un nostalgique de l'URSS et c'est un peu l'homme de l'ombre de Poutine. Le fait que, selon le Wall Street Journal, encore une fois, il soit derrière la mort de Prigojine, ça ne vous étonne pas spécialement, j'imagine. Non, parce que ce travail doit être exécuté par quelqu'un. Et c'est un exécutant. C'est l'homme parfait pour le faire? Oui. Le chef de Poutine et Prigojine à KGB, Oleg Kalugin, qui était transfuge après et qui a fini sa vie en Amérique, il racontait que Patrouchev était quelqu'un de parfaitement exécutant. C'est un organisateur. Et si on regarde les derniers déplacements de Patrouchev, dès qu'il y avait des problèmes, par exemple en Serbie, quand on a découvert les agents russes, c'est Patrouchev qui s'est déplacé pour régler des affaires. En plus, vous n'avez pas mentionné, mais il était aussi dans les renseignements militaires. Ouais. Donc, il est vraiment l'homme du système. Ultra-conservateur par ses regards, assez prolifique dans les articles de la presse. C'est un genre particulier, on le lit avec intérêt, assez fantaisiste sur les biorobotiques, parce que en Europe décadente, on injecte dans les hommes entre les puces et les substances, etc. Ah oui. Un complotiste. Tout cela parfaitement complotiste. Mais j'attire aussi votre attention que il a une famille. Comme d'habitude en Russie, il y a le secrétaire général du Conseil de sécurité, dont le fils aîné est le ministre de l'Agriculture, dont le fils cadet est dans Rosneft, c'est la pétrole, dont le neveu est dans le concern qui produit les torpèdes maritimes. Et vous avez là toute la panoplie nécessaire pour une guerre. Il tient aussi les fils de plusieurs choses. Ici, on pense aux accords céréaliers. Ouais. Son fils est aussi aux manettes, mais le poids de l'agriculture dans chaque pays est assez important. C'est plus l'époque soviétique des kolkhozes où l'argent quand même coulait. Maintenant, c'est les grands agro-holdings qui profitent des sanctions qui étaient instaurées par la Russie. Et là aussi, il faut souligner la population russe est convaincue que c'est l'Europe qui a instauré en 2014 les sanctions pour interdire les importations de produits agricoles. Tandis que c'est Poutine qui a signé son ordonnance de 7 août 2014 en coupant toutes les importations. Encore une fois, on est dans la propagande et je peux vous témoigner que plusieurs fois, je devais montrer les articles dans la presse où cette ordonnance était publiée aux gens qui n'en croyaient pas ses yeux. Ils étaient convaincus que c'est l'Europe qui agit contre les gens. Donc, tous ces holdings agroalimentaires, c'est les plus grands lobbyistes de maintien de ces sanctions pour le développement en interne. Ce que vous me dites, en gros, c'est que cette famille Patrouchev, en fait, elle a la main mise sur
pas mal de domaines et que du coup, comme elle est proche de Poutine, elle peut de fait régler tous les problèmes de Poutine d'un coup d'un seul. On a les témoignages que pendant le conflit de son neveu avec le concern, quand il voulait le récupérer, Patrouchev en personne a retiré la feuille du dossier qui était proposé à la signature de Poutine pour appuyer la position de son neveu. Aline Ce qui nous étonne pas. Oui, c'est vraiment, Patrouchev, c'est vraiment la vignette clinique de ce qu'est le Kremlin et la Russie, c'est-à-dire un régime de forces spéciales. En fait, c'est vraiment le FSB qui est au pouvoir et Patrouchev en est la parfaite illustration. Ils sont connus dans les années 70. Bien sûr, et c'est la bande de Saint-Pétersbourg, c'est la mafia de Saint-Pétersbourg. Donc c'est vraiment la pièce maîtresse. On dit que c'est le deuxième homme le plus puissant de Russie. Donc il est vraiment au cœur du système. Donc de savoir entre Poutine ou Patrouchev, qui a décidé finalement de mettre, qui aurait mis la fameuse grenade dans l'avion de Prigojine, en fait, ça peut être les deux, parce que c'est vraiment les pièces maîtresses de cette œuvre tentaculaire qui s'approprie, qui a cannibalisé toute la Russie, que ce soit les administrations publiques, le FSB, c'est partout, c'est des centaines de milliers de salariés. Je finis. Et sur la ligne de Patrouchev, on la retrouve aussi dans la haine de l'Ukraine. En fait, c'est un des partisans les plus durs, avec des propos délirants régulièrement. Vous parliez de complotisme. Donc, oui, il a fait de théorie du complot, des interviews et des discours. En fait, on est vraiment dans quelqu'un qui explique que de toute façon, les États-Unis, parce que comme l'Ukraine est considérée, et les Ukrainiens sont considérés comme des sous-hommes et comme des gens amatés et insignifiants, il y a forcément un discours à raconter que ils se battent contre l'OTAN. Parce que les États-Unis notamment, c'est ce type de discours complètement dingue qui est relayé partout. Quand il y aura une grosse éruption volcanique, j'ai oublié l'État, dans le Wyoming, je crois, de toute façon, les États-Unis seront inhabitables et donc ils seront obligés d'envahir la Russie. Donc c'est dans ce registre-là, en tout cas pour l'extérieur, dans ce dans quoi s'inscrit cette personne. Mais c'est vraiment une des figures du dispositif du FSB et c'est quelqu'un qui regarde le monde, qui regarde l'Ukraine et qui regarde à peu près tout ce qui se passe dans sa vision figée dans les années 70. On est vraiment dans cette illustration parfaite-là. Vincent Hugeux. Il y a, à mon sens, un concept clé qui assoit l'influence de Patrouchev, c'est la loyauté. Oui. Poutine a mesuré à ses dépens que certains des éléments cruciaux de son système de pouvoir, y compris d'ailleurs au sein des services de renseignement, du renseignement militaire et de l'armée, lui avaient fait défaut et avait été séduit par l'aventure sans lendemain de la mutinerie de Prigojine. Or, Patrouchev, d'après les services de renseignement occidentaux, est l'un de ceux qui, d'emblée, le met en garde contre la toxicité du personnage Prigojine. Ce à quoi, pendant des mois, Poutine répond par « oui, évidemment, je n'apprécie pas ni son lexique, ni ses attitudes, ni ses agressions verbales, mais j'en ai besoin. » Mais, je cite un propos qui a été rapporté par des proches de Poutine, où il dit à un moment donné à quelqu'un qui lui dit « mais Vladimir, quand même, regarde comment il traîne dans la boue ton ami Shoigu, ministre de la Défense. » Et Poutine aurait répondu, ouvrez les guillemets, c'est vrai que Shoigu est mon ami, mais ce fils de P, de Prigojine, se bat comme un dieu. On était à l'époque au plein cœur du brasier de Barmout. Ouais. Bon. Et donc, c'est très tard, au fond, que les yeux de Poutine seront dessillés. Et donc, par un retour de bâton de Knut, en l'occurrence, assez logique, eh bien, Patrouchev est apparu comme l'un des seuls insoupçonnables. Donc, qu'il apparaisse comme celui qui a réglé son compte à Prigojine, ça paraît tout à fait crédible. Et selon toute vraisemblance, plusieurs scénarios ont été envisagés pour le châtiment suprême. Et il est très probable que Poutine, sans nécessairement dire choisissez plutôt cette méthode-là que cette méthode-là, a délivré une sorte de nihil obstat, rien ne s'oppose à, et qu'il a détourné le regard au moment d'eux. Mais je pense que c'est ça qui est la clé de l'assise dont jouit un Patrouchev aujourd'hui. Parce que voilà, pour l'homme, il y a aussi la manière dont ça a été fait. Si effectivement, c'est bien cet homme qui se cache derrière la mort de Prigojine. Justement, général, vous qui êtes général de l'armée de l'air, je pose la question dans un instant sur la faisabilité ou non de cet attentat, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Mais d'abord, on va quand même poser la question à Michel Polaco, expert en aéronautique, parce que ce que dit justement le Wall Street Journal, c'est qu'un petit engin explosif a été placé sous
sous une aile de l'avion. Est-ce que, selon vous, ça semble plausible? Est-ce que, selon vous, surtout, ça vient mettre à mal la théorie de la Russie qui consistait à dire qu'il y avait une grenade à bord? Bon, écoutez, je crois que petit engin explosif sous une aile ou grenade à bord, ça revient exactement au même. C'est un engin explosif dans les deux cas de figure. C'est un engin qui a été placé par des gens qui étaient évidemment mal intentionnés. L'idéal, c'est évidemment de le placer à l'intérieur du fuselage parce que c'est dans la partie pressurisée. Mais on peut aussi fixer un engin explosif sous une aile ou sous le fuselage. Et dans tous les cas de figure, cet avion, ce Legacy, cet Embraer 135, qui était au niveau 280, c'est-à-dire à peu près à 9000 mètres, était dans une phase pressurisée. Et donc toute explosion qui a atteint l'intégrité de son fuselage a provoqué sa désintégration. Alors, quel est l'engin qui a été utilisé? On a parlé de missiles, c'eût été possible, mais c'était relativement complexe, et puis pas très discret. En revanche, la bombe placée, enfin la bombe, la grenade, etc. Mais enfin, une grenade, ça se télécommande pas beaucoup, alors qu'une bombe, ça peut se régler pour pouvoir exploser, soit à une certaine altitude, soit à une certaine heure. Dans les deux cas de figure, c'est très efficace. Et d'ailleurs, vous savez, c'est ce qu'utilisaient les Libyens lorsqu'ils ont fait sauter le Boeing 747 de la Paname à Lockerbie ou le DC-10 du TA dans le Ténéré, le DC-10 français du TA dans le Ténéré. C'était des bombes qui étaient introduites dans des petits appareils électroniques et qui étaient chargés dans les bagages de soute. C'est une méthode malheureusement qui est assez classique, mais qui est assez courante aussi et qui est tout à fait plausible dans cette affaire. C'est sûr que cet avion, vu la trajectoire de sa chute, vu les images qu'on a pu récupérer, c'est un avion qui a été victime d'un phénomène explosif. Ça, il n'y a absolument aucun doute. Mais justement si je me fais l'avocat du diable, je vais vous dire qu'un petit engin sous une aile, normalement, ça se voit. Je veux dire par là qu'un avion, surtout celui de quelqu'un d'importance, ça s'inspecte. Non, faut pas. C'est vrai que si vous voulez, les pilotes, les exploitants d'avions font ce qu'on appelle des visites pré-vol. Mais bon, des avions comme ça, c'est des appareils de très grande qualité, très sophistiqués. On leur fait une visite par jour. Ensuite, on les utilise. On fait un gros tour de la machine pour voir si on n'a pas oublié des flammes qui ferment des sondes ou des choses comme ça. Mais placer un tout petit engin, parce que vous savez, il suffit d'1 kilo de plastique sous le fuselage, sous une aile... c'est pas du tout quelque chose qui se voit, à moins de faire une inspection particulièrement pointue, ce qui ne se fait pas de cette manière-là. Donc non, à mon avis, c'est très très facile. Mais encore une fois, vous privilégiez, le Wall Street Journal privilégie l'idée d'un engin placé sous une aile et pourquoi pas sous le fuselage et pourquoi pas à l'intérieur du fuselage. Dans tous les cas de figure, on arrive exactement au même résultat. Oui, effectivement. Comme quoi, vous voyez, votre point de vue était effectivement très intéressant pour nous. Merci beaucoup, Michel Palaco, d'avoir été en direct sur LCI. Général, votre avis à vous, est-ce que selon vous, ça peut effectivement échapper à la vigilance des inspections qui sont menées sur les tarmacs avant le décollage? Alors, c'est possible, mais en fait, c'est pas si facile que ça d'installer sous une aile une petite bombe comme ça, sans que ça se voit, parce que c'est extrêmement lisse, vous n'avez pas le point d'accroche. Moi, j'ai quand même quelques doutes sur ce système. Par contre, ce qui me semble beaucoup plus plausible, c'est de mettre cette charge-là à l'intérieur de la jante de train. C'est-à-dire à l'intérieur de l'emplacement où les trains rentrent. Vous avez toujours quelques places, et là, vous ne le voyez pas. Et c'est à l'emplanture de l'aile, la chose dont on est... et ça, il faut une inspection à l'intérieur, si vous voulez, sous le train. Vous rentrez sous le fuselage et vous regardez s'il n'y a rien dans le petit habitacle, si vous voulez, de la jante de train qui se rétracte, bien sûr, après le décollage. Donc là, je pense que c'est beaucoup plus plausible. Et probablement... sous l'aile droite, parce que les choses qui étaient constatées, c'est que, qu'on la voit d'ailleurs, une partie de l'aile droite a été retrouvée à 2 ou 3 kilomètres du fuselage, et lorsqu'on voit tomber l'appareil, manifestement, il fait ce qu'on appelle une vrille à plat, c'est-à-dire qu'il lui manque une aile, en fait, et donc il ne peut plus voler. Et alors, qu'est-ce qui a détruit cette aile? Moi, je pense, effectivement, comme le dit très justement Michel Palaco, c'est un engin explosif. De quel type? On ne sait pas trop. Là, il faudrait avoir plus d'informations. Mais je ne crois pas, personnellement, que ce soit à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur, de manière ou d'une autre. Juste pour l'anecdote, il se trouve que le Kremlin a commandité un rapport à un
comité d'enquête chargé d'établir la réalité des faits. Et d'ailleurs, Poutine l'a souligné au lendemain de la remise du rapport, il n'y a eu aucun impact extérieur. Donc l'hypothèse du missile est exclue. Et effectivement, la thèse qui a été soutenue par le Kremlin, c'est celle d'une grenade qui se trouvait à l'intérieur et qui aurait explosé. Et vous voyez d'ici Dmitri Utkin, le bras droit néo-nazi de Prigojine, et l'intéressé, jouer à la balle aux prisonniers dans l'habitacle d'un jet d'affaires. C'est absurde. Simplement, ce qui me semble intéressant, c'est que la thèse donc défendue par le Kremlin vaut ce qu'elle vaut, mais sur les circonstances préalables au décollage, il y a quand même des éléments assez troublants. Je me souviens de cet appel d'une des hôtesses à sa famille qui s'étonnait, qui trouvait très insolite le retard pris par le décollage pour un avion qui était un avion privé et qui normalement devait décoller très, très, très rapidement. Donc, quelle que soit la modalité du châtiment, il est parfaitement clair que à partir du moment où la mutinerie avortait, et on l'a dit sur ce plateau à l'époque où d'autres en doutaient, le sort de Prigojine était scellé et que la question, c'est simplement de savoir quand et comment il serait liquidé, mais non pas si il le serait. Justement, mesdames, je vous donne la parole dans un instant, parce que justement, ce que dit notamment le Wall Street Journal, c'est que le projet de Patrouchev était déjà lancé depuis 2 mois, c'est-à-dire depuis quasiment le jour où Prigojine a mené son fameux coup d'État. Et c'est vrai, rappelez-vous que Poutine avait été extrêmement remonté à l'issue de tout ça. C'est un coup de poignard dans le dos pour notre pays, pour notre peuple. Nos actions pour protéger la Russie d'une telle menace seront dures. Tous ceux qui se sont délibérément engagés sur la voie de la trahison, qui ont préparé une rébellion armée, se sont engagés sur la voie du chantage et des méthodes terroristes, subiront un châtiment inévitable. Aline Lebecq-Reimer. Oui, on a laissé courir Prigojine tant qu'il gagnait. Donc il se murmure de façon un peu lyrique que ce qui a assassiné Prigojine, ce qui a tué Prigojine, c'est la résistance ukrainienne à Bakhmout. À partir du moment où il a été en difficulté, son sort était scellé aussi. Après, les choses se sont accélérées parce que son objectif de mutinerie a avorté, qu'on l'a laissé courir pour, il se murmure aussi 2 raisons. Petit 1, de pouvoir remonter à tous ses complices, à tous ceux qui étaient impliqués dans cette mutinerie, un peu comme on laisse courir un dealer pour attraper les plus gros poissons au-dessus. Et de 2, pour démythifier un peu son aura qui avait pu prendre à quelques endroits, même si lors de la mutinerie, en réalité, on a constaté qu'il n'avait pas tant de soutien que ça, qu'il y avait aussi une part de construction extrêmement médiatique, notamment en Occident, et que finalement il y avait quand même un décalage entre les passions qu'ont déclenché les vidéos Prigojine. En Ukraine, on passait quand même pour un influenceur Instagram, ce monsieur terroriste et cruel, etc. Telegram, mais avec le influenceur Telegram, absolument, mais de façon cynique et au second degré, parce que c'est qu'on parle quand même d'un meurtrier qui a achevé ses hommes à coups de masse. Mais il y a quand même ça, qui s'est joué. Donc il y a voilà, je trouve ça plutôt lyrique et symboliquement, historiquement, ce qui a assassiné Prigojine, c'est la résistance ukrainienne à Bakhmout, quand d'aucuns essayaient de comprendre pourquoi aussi les Ukrainiens s'acharnent sur ce genre de sites et des déclinaisons politiques qui peuvent en ressortir, notamment sur ce cas-là.